présentation était prévue pour être faite parmi les derniers cours du chapitre 2. Parce qu'en fait, on voulait commencer avec des données de base, des concepts de base du style qu'est-ce que la santé, qu'est-ce que la maladie, des concepts qui sont des concepts de tous les jours que vous allez voir. Par contre, je me suis dit que je vais commencer de préférence et faire cette présentation maintenant parce que en fait, ce qui se passe, c'est que toute la semaine prochaine, je serai en voyage. Donc, c'est surtout Dr. Luvanel qui sera avec vous. Or, parallèlement à cela, la question de la médecine du futur, c'est une question que je souhaite que dans le cadre de cette formation, nous en parlons beaucoup, premièrement. Deuxièmement, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité Dr. Juin à être avec nous dans la présentation d'aujourd'hui, c'est aussi un domaine d'intervention dans lequel nous sommes en train activement de travailler, Dr. Juin et moi-même, pour travailler à l'émergence vraiment de la médecine connectée en Haïti et surtout dans les milieux que nous appelons couramment milieux défavorisés. Je n'aime pas ce terme. Mais concrètement, l'idée, c'est de savoir comment nous allons mettre le doigt là où ça fait mal. Et là où ça fait mal, c'est la couverture en santé pour le plus grand nombre de personnes de la population. Et d'ailleurs, cette couverture, c'est quelque chose que vous avez cité la semaine dernière quand vous parliez des caractéristiques du système de santé en Haïti. Et je crois que la médecine connectée, la médecine digitale fait partie des pistes de solutions qui doivent être explorées et qui sont en train d'être explorées d'ailleurs dans beaucoup de pays de notre niveau pour justement rendre possible la démocratie sanitaire, l'équité, la justice sociale en santé et la couverture et la protection civile en santé. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette présentation parce qu'en fait, il y a ce programme sur lequel nous sommes en train d'être embarqués, Dr. Juin et son équipe à l'Institut SPEC et moi-même au niveau des pays de la division interaméricaine. Et je vous annonce aussi également que j'ai déjà commencé à travailler sur un projet que nous allons, ça va terminer la présentation aussi, et en Haïti, dans le Nord, avec l'équipe de la Mission du Nord, et dans le cadre justement de cette vision de médecine connectée. J'en parle justement parce que j'entends travailler avec vous pour justement mettre de l'intelligence, du cerveau et voir vraiment les maîtres en santé publique en formation que vous êtes, comment vous pouvez contribuer, participer et qu'est-ce que ça peut être parmi les projets que vous pouvez avoir, que vous pouvez adopter dans le cadre de votre formation. Donc, entrons dans cette réflexion que je veux faire avec vous et que j'ai appelée de la médecine intuitive à la médecine de précision. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Et pour ceux qui le savent, ça n'a pas toujours été très clair. Mais le processus de développement de la médecine, c'est un processus qui s'est fait de façon très lente sur plusieurs milliers d'années. Les pratiques médicales, et nous entendons par médecine, toute forme d'art, toute forme de savoir, toute forme de connaissance et de compétences qui peuvent permettre à produire des services visant à traiter les maladies. C'est ça que nous appelons une médecine. Quelle que soit la science qui est derrière cela, du moment que cette pratique vise à faire le traitement des maladies, cette pratique est une pratique médicale. Que ça se base sur les traditions, sur les plantes, sur la musique, etc., etc. Du moment que ça vise, et dans le meilleur des cas, que ça arrive à soulager et à traiter des maladies, il faut la considérer comme médecine. C'est pour cela que très souvent dans cette formation, j'ai déjà cité la médecine traditionnelle haïtienne ou la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ou les médecines traditionnelles qui existent en Amérique latine et en Amérique centrale ou en Afrique, comme des médecines parce qu'elles visent à traiter des maladies, elles visent à soulager la souffrance
de personnes qui sont aux prises à des conditions médicales ou chirurgicales quelconques. Eh bien, dans le développement de la médecine, et encore une fois, quand je dis médecine, je ne parle pas que de la médecine occidentale. Vous avez ce développement qui a commencé par une médecine fondée sur la superstition, donc basée sur les croyances et sur les superstitions. Je ne vous apprends pas nécessairement grand-chose. La médecine intuitive, et ensuite, vous avez la médecine intuitive, c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à codifier la médecine, qu'on a commencé à créer une situation empirique où, sur la base de l'expérience professionnelle du soignant et sur la base de l'expertise de ce soignant, ce qu'on appelle le flair clinique jusqu'à présent, et sur la base du temps que ce soignant aura passé en professionnel de carrière et de son savoir-faire, de son savoir-être, vous avez une médecine qui est fondée sur les compétences de la personne, de ce soignant, que ce soit un médecin, une infirmière, une sage-femme, etc. Ce soignant devient le garant de l'efficacité de cette pratique. C'est ce que chez nous, par exemple, c'est un bon médecin, c'est une bonne infirmière, etc. C'est fondé sur la capacité, les compétences, le savoir-faire de ce praticien de délivrer des services de qualité. On appelle ça une médecine intuitive. La médecine empirique en soi, qui est considérée comme de la médecine scientifique, c'est celle que nous connaissons le plus, qui n'est pas nécessairement complètement pratiquée, mais en fait, en fac de médecine, c'est fondamentalement cette médecine que, en fac de médecine et en fac de sciences infirmières également, c'est vraiment cette médecine qu'on nous apprend. C'est une médecine qui, en fait, forte des milliers d'années que des praticiens ont fait et forte aussi d'un certain nombre d'évidences, ce qu'on met en place, les connaissances épidémiologiques, les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ça veut dire qu'on s'est rendu compte que cette chose fonctionne. L'épidémiologie, si par exemple quelqu'un a la fièvre en Haïti, en tant que médecin, vous allez naturellement approcher son cas différemment que quelqu'un qui a une fièvre dans un pays du Nord. Parce que vous savez qu'en Haïti, vous avez par exemple les maladies parasitaires ou les maladies infectieuses qui sont très souvent porteuses de fièvre. Mais dans d'autres pays, peut-être que vous allez commencer à penser à d'autres choses. Bien sûr, une infection certainement, mais peut-être pas les mêmes infections non plus. Donc, l'environnement, ce qui existe autour de ce phénomène nous dit que vraiment, il faut aller dans ce sens plutôt que dans cet autre sens. Médecine scientifique, elle est basée de plus en plus sur les évidences scientifiques. La science biologique nous apprend de mieux en mieux comment fonctionne le corps humain et comment fonctionnent les interactions entre les différents organes du corps, ce que nous appelons le métabolisme, ce que nous appelons la physiologie, ce que nous appelons les mécanismes biomécaniques ou la génétique des gens, etc. Avec le développement des sciences biologiques, il y a de plus en plus de connaissances qui sont à notre disposition pour pratiquer des services de soins et des services de médecine de plus en plus, on va dire, précis, basés sur la capacité de faire de bons diagnostics et de bien traiter les maladies diagnostiquées. Je m'arrête ici pour dire que dans notre environnement et dans l'environnement en général, dans tout environnement où on pratique de la médecine occidentale, on tend à confondre les deux que je viens de voir, la médecine empirique et la médecine scientifique, parce qu'à la vérité, ils sont très proches l'un de l'autre, mais en fait, on doit considérer que le niveau de la médecine scientifique dépasse le niveau de la médecine empirique. Pourquoi? C'est parce que, en fait, en médecine scientifique, il y a une plus grande capacité à faire des diagnostics qu'en médecine essentiellement empirique. Je prends l'exemple pratique que je pense que tous ceux qui sont dans ce cours pourront comprendre. Si vous avez dans un environnement d'endémie de tuberculose quelqu'un qui présente toutes les signes de tuberculose, le clinicien va vous dire que même si vous n'avez pas d'évidence de laboratoire ou même de radiologie pour la tuberculose, mais vous êtes en Haïti ou vous êtes dans une communauté où vraiment beaucoup de personnes à la tuberculose, traiter la personne pour la tuberculose, ou plus exactement, considérer que c'est un cas de tuberculose,
jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que tâchez d'éliminer la tuberculose avant de considérer que ça n'en est pas un. Pour une raison très simple, c'est parce que nous savons très bien que les technologies disponibles dans certaines zones en Haïti pour faire le diagnostic de la tuberculose ne sont pas nécessairement suffisamment pointues pour que les technologies qui sont entre nos mains soit nous disent ou pas, c'est 100% pas tuberculose, 100% tuberculose. J'ai pris l'exemple de la tuberculose, mais on aurait pu prendre beaucoup d'autres exemples. On aurait même pu prendre l'exemple de la malaria ou du paludisme. On aurait même pu prendre l'exemple d'autres pathologies qui sont des pathologies que on est obligé de s'appuyer sur la clinique parce que les méthodes diagnostiques que nous avons ne sont pas suffisantes. Et pour information, il y a entre 35 000 et 75 000 maladies qui sont recensées à travers le monde. Et plusieurs instances donnent plusieurs niveaux et plusieurs types d'études montrent plusieurs niveaux. Dans l'OMS, vous voyez entre 35 et 40 000 maladies qui sont répertoriées, mais si vous allez dans les systèmes de santé des pays d'Europe du Nord, par exemple, vous allez trouver beaucoup plus, jusqu'à 75 000 maladies. Mais en fait, même s'il y a cette grande disparité, on sait que plus de 3/4 des maladies qu'on sait qui existent dans le monde, il n'y a pas nécessairement des possibilités diagnostiques directes, complètes pour 2/3 des maladies qui existent. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer? J'essaie de vous expliquer que pour l'instant, la médecine que nous pratiquons n'est pas encore une médecine 100% scientifique pour des raisons fonctionnelles. Nous n'avons pas la capacité de diagnostiquer de façon positive toutes les maladies. Et même pour celles qui sont diagnostiquées, nous n'avons pas nécessairement déjà établi quel est le traitement définitif de telle ou telle maladie. Comment on traite le paludisme? On le sait pour sûr. Le traitement du palud se fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez beaucoup d'autres maladies que le traitement définitif n'est pas encore fait et je ne vous parle même pas seulement des maladies psychiatriques ou psychologiques parce qu'il y a beaucoup de maladies psychologiques et nous savons très bien que pour beaucoup d'entre elles, on ne connaît pas encore comment faire le diagnostic complet, comment faire le traitement complet. Et quand on sera arrivé à ce niveau, on pourra parler d'une médecine 100% scientifique. Mais actuellement, au-delà de la médecine scientifique, on se dirige vers ce qu'on appelle la médecine de précision. Cette médecine de précision, c'est une médecine qui serait basée sur la capacité à modeler la situation individuelle de chaque patient et qui permettrait de connaître ou de reconnaître la particularité de la prise en charge spécifique de ce patient. Par exemple, quand on dit que quelqu'un a le cancer, c'est oublier qu'il y a des milliers de situations, des centaines de situations qu'on appelle cancer. Et c'est oublier aussi que chaque cancer est différent de l'un à l'autre. Le cancer que j'ai, même si c'est mon cancer du pancréas, il est différent de votre cancer du pancréas. Et à la vérité, même mon cancer du pancréas a des différences d'une partie du tissu à l'autre. Donc, j'ai pris l'exemple du cancer, mais il y a beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Et en fait, on peut le considérer pour n'importe quelle pathologie, surtout quand on arrive au traitement. Nous savons très bien que chaque individu est différent et que ce qui marche pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que le traitement standardisé, parce que c'est ce que nous faisons, nous standardisons les traitements, ne va pas pour tout le monde. Par exemple, il y a des études qui montrent que les médicaments que nous avons, qui existent, et c'est des études qui l'ont montré, mais en fait, il n'y avait même pas besoin d'études pour le démontrer, ne fonctionnent pas aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi? C'est parce que les médicaments que nous utilisons en pharmacie dans la médecine moderne, ce sont des médicaments qui ont été essentiellement testés sur des hommes, des mâles, des hommes, pour beaucoup de raisons, parce que fondamentalement, c'est plus facile de tester sur des hommes que sur les femmes. Les femmes, c'est très compliqué. Les mécanismes hormonaux chez les femmes, le fait qu'il y a des cycles, etc., font qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas enfin, c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais pour des raisons d'argent en général, quand on fait des essais cliniques, on le fait de façon majoritaire avec les hommes, sauf si c'est une
c'est un médicament, c'est une molécule qui est spécifiquement pour faire pour les femmes. Et donc, globalement, on sait, et on le sait, c'est plus un secret, que les médicaments, généralement quelconques, anti-hypertension, antidiabétiques et anti-inflammatoires, etc., ils ont été calculés sur des doses, sur des tests qui ont été faits chez les hommes. Je ne vous apprends rien du tout. Le fonctionnement physiologique d'un homme est différent de celle d'une femme et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on voit très bien que l'efficacité n'est pas le même. Donc, en médecine de précision, on ne devrait pas avoir ce problème puisque la précision irait vers le genre, mais irait même plus loin que ça, vers l'individu. Et cette médecine de précision, ce serait vers cela qu'on irait, et juste pour synthétiser, qu'est-ce que ce serait une médecine de précision? Ce serait par exemple une médecine où le médicament serait fait pour cette personne et non pas pour un groupe de personnes qui ressemblent à cette personne. Donc, vous avez besoin d'anti-inflammatoires. Cet anti-inflammatoire est développé, imprimé pour vous spécifiquement. Donc, la médecine du futur, vous le voyez, a beaucoup de paradigmes qui est très différent et du paradigme de ce que nous connaissons et pour l'instant, de ce avec quoi nous sommes vraiment habitués maintenant. Quand on parle de médecine, quand on parle de santé, quand on parle de santé publique, il y a des mots-clés qui reviennent systématiquement. Santé, bien-être, maladie, traitement, longévité, espérance de vie, diagnostic, fertilité, morbidité, le handicap, on aurait pu dire la mobilité également, la médecine, la santé publique, les recherches, l'information médicale, l'éducation, communication, les alertes, la gestion de risque, la surveillance épidémiologique, l'épidémiologie en général. Tout ça, c'est des mots qui reviennent systématiquement quand on parle de santé, de médecine, de santé publique. Eh bien, tous ces concepts vont être impactés par l'émergence d'un certain nombre de technologies qui existent déjà et qui déjà sont en train de transformer la façon dont on voit la santé, la façon dont on fait médecine, la façon dont on approche tout ce que nous venons de dire. Et ces technologies, ce sont entre autres les nanotechnologies, les biotechnologies, les neurotechnologies, les technologies génomiques, ce qu'en français nous appelons le génie génétique, les médecines digitales connectées, les télésanté en général. On parle de nanotechnologie pour faire référence à des technologies qui permettent de travailler au niveau moléculaire ou atomique, de plus en plus même subatomique. Ces technologies, ce sont des technologies qui permettent de créer des outils pour manipuler le très petit, l'infrapetit, l'invisible. Ces technologies, nous allons le voir, entrent très fort en médecine et il y a beaucoup de choses dans le futur de la santé que ces technologies vont impacter. La biotechnologie. Biotechnologie, on parle de biotechnologie, ce sont des techniques, les technologies qui mettent en œuvre des organismes vivants, par exemple dans l'industrie agroalimentaire, pour justement transformer les phénomènes de vie, agir sur la santé, sur la bien-être, sur la fonctionnalité des êtres vivants, des êtres vivants en général, des hommes en particulier. La neurotechnologie désigne toute technologie capable d'influencer d'une manière ou d'une autre le cerveau et ses fonctions et divers aspects de la conscience ou de la pensée. Nous verrons que la neurotechnologie joue un rôle énorme. La génétique, je ne vous apprends rien, ou la capacité de pouvoir recodifier ou corriger le génome humain, sachant que en génie génétique, actuellement, on travaille et sur le génotype et sur le phénotype, parce qu'on peut changer le phénotype aussi, et on peut justement travailler sur des composantes extérieures aux gènes et influencer les gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Les médecines digitales, ce sont toutes les fois que nous pouvons faire entrer les technologies digitales dans un processus de numérisation qui impacte le secteur de la santé. Toutes les fois qu'on peut utiliser les technologies digitales dans un domaine de la santé, on parle de la santé digitale, on parle de la santé connectée. Je vous donne un exemple très simple. Imaginons un médecin qui utilise WhatsApp pour faire de la consultation ou bien pour faire un suivi avec son patient, c'est déjà de la médecine digitale.
La télésanté, on a souvent entendu parler de télémédecine, mais la télésanté n'est pas que de la télémédecine. On peut faire de la médecine à distance, donc télé, mais on peut faire beaucoup d'autres interventions. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la médecine robotique ou des robots chirurgiens et même de la chirurgie robotique qui est différente. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose. Donc, la nanotechnologie actuellement dans la médecine qui nous intéresse, vous pouvez voir que les technologies de nanotechnologie sont utilisées dans le dépistage des cancers, dans la réparation cellulaire, dans les chirurgies moléculaires. Essayez d'imaginer une chirurgie qui se fait au niveau moléculaire. Et l'importance qu'on peut avoir avec ça, c'est le fait que, par exemple, vous pouvez avoir des personnes qui ont une maladie et la maladie se passe au niveau de la molécule d'ADN. On va sur cette molécule et on répare cette molécule. Ce serait de la chirurgie moléculaire. Et pour faire cette chirurgie, il faut des instruments, des pinces, tout ce qu'on fait dans la chirurgie. Il faut pouvoir manipuler, il faut pouvoir avoir des instruments. Et pour qu'un instrument puisse agir au niveau nano, il faut que l'instrument lui-même soit un instrument nano. Et il y a beaucoup de recherches et d'études des lésions du cerveau et des images de précision qui, en fait, rentrent en connaissance de cause. En biotechnologie, ça, c'est certainement la chose avec laquelle vous êtes commencé à être habitué. Je sais que beaucoup de discussions sont faites actuellement, seront faites, ont été faites et ne vont pas s'arrêter de faire sur les technologies biomédicales qui existent maintenant. Et la technologie biomédicale, je vous le donne en mille, avec laquelle vous êtes la plus habitué, la plus habituée, c'est certainement la technologie des vaccins à ARN. C'est une technologie biomédicale. Parce que fondamentalement, l'idée, c'est qu'on sait maintenant, et on le sait de plus en plus, que ce qui traite mieux le vivant, c'est les technologies du vivant. En fait, concrètement, ce que ça veut dire, on sait maintenant que le vivant, les matières vivantes, les espèces vivantes, la plupart des défis avec lesquels on s'est confronté, il y a quelque part une espèce vivante qui a déjà été confrontée à ce défi et qui a trouvé une façon de le résoudre. Et si on peut soit mimer cette technologie, soit récupérer cette technologie et l'utiliser à nos fins, ça devient de la biotechnologie. Et parmi les développements de la biotechnologie, j'ai pris l'exemple des nouveaux vaccins pour vous. Et je sais que beaucoup d'entre vous pourront être très partagés à cela. On pourra en discuter si vous voulez. Pas si vous voulez, on va en discuter tout à l'heure. Mais je vous assure que non seulement ça arrive, mais aussi c'est quelque chose qui, il n'y a pas une façon qu'on va se retrouver dans une situation où ça va rétropédaler parce qu'en fait, ce sont des technologies qui sont beaucoup trop puissantes. Je ne parle pas des industries qui le mettent en œuvre. Les technologies de ces vaccins sont beaucoup trop efficaces pour que l'humanité se dise qu'ils ne vont pas l'utiliser. J'écris ici pour vous la transhumanisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le transhumanisme, c'est la capacité de fabriquer, pas de fabriquer, de donner la possibilité, la capacité pour des êtres humains d'être ce qu'on appelle des humains augmentés. Ça veut dire quoi? On peut prendre le terre-à-terre. Le terre-à-terre, c'est quelqu'un qui a fait un accident et qui est tétraplégique parce qu'il a une section de la colonne vertébrale. Eh bien, on est en train de travailler sur certaines technologies qui vont permettre de reconnecter le cerveau avec les structures nerveuses à travers des semi-conducteurs qu'on est en train de fabriquer. Donc, tout ça, c'est de la biotechnologie. Donc, je vais aller plus vite pour vous dire que la neurotechnologie, c'est tout ce qui est neurosciences, vous avez entendu parler. Et en génie génétique, il y a beaucoup de choses que vous avez entendu parler déjà qui existent. Le traitement des fœtus, le traitement avant la conception. Et il y a tout ce qui est eugénisme. L'eugénisme, c'est quelque chose qui est en débat. C'est la capacité pour les êtres humains de choisir d'avoir des meilleurs bébés pour avoir des générations qui sont privées de gènes et trisomiques, qui sont privées de gènes et de maladies comme l'anémie falciforme. Donc, c'est quelqu'un, le père, la mère, ils sont cycléniques et ils font un traitement eugénique et l'enfant naît
sans les gènes. Ce serait ça le génisme. Et en même temps, vous avez les clones, vous avez les chimères, tout ça, ce sont des technologies qui existent. La capacité technique à les faire existe déjà, c'est juste qu'il y a des lois ou des concepts sociaux et sociétaux qui empêchent de le faire. Maintenant, nous allons nous attarder un petit peu plus sur la médecine digitale et la télésanté qui nous intéresse. Il faut dire premièrement, tout ce que je viens de vous dire là peut vous paraître ressembler à de la science-fiction, des choses qui n'existent que dans les grands pays, dans les grandes civilisations, dans les pays riches et pas pour nos pays. Alors, je vous dis très rapidement, détrompez-vous. Détrompez-vous pour deux raisons. Premièrement, parce que ces technologies sont tellement efficaces et sont tellement avancées que les gens vont vouloir les avoir. Dès que dans un pays, vous avez une classe moyenne et un certain nombre de personnes qui ont suffisamment de moyens pour cela, ils vont aller vers cette technologie. Mais la deuxième raison est encore plus puissante. C'est le fait que ces technologies deviennent de plus en plus maîtrisées par les sciences qui les développent, les ingénieurs qui les développent, les biologistes qui les développent, ce qui font que, et c'est le caractéristique des nouvelles technologies, plus le temps avance, c'est moins cher que ces technologies se retrouvent. Et je vous donne un exemple. Il y a 10, 15 ans, pour qu'une personne, comme moi-même ou vous-même, vous voulez avoir un séquençage complet de votre génome, ça veut dire on prend votre ADN, on le déplie complètement et on regarde quels sont les gènes qu'il y a pour pouvoir vous dire à quel type de cancer vous êtes exposé, pourquoi est-ce que vous devenez obèse alors que vous ne mangez pas plus que d'autres personnes, pourquoi est-ce que éventuellement si vous avez des enfants, quelles sont les maladies qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Un séquençage de votre génome. Ce séquençage aussi peut permettre de bien calibrer les médicaments qu'on vous donne pour que ces médicaments soient plus efficaces. Ce séquençage, il y a 10-15 ans, coûtait entre 15 et 32-35 000 $ jusqu'à 10-15 ans. D'ailleurs, un petit peu plus avant, ce n'était même pas possible. Actuellement, vous avez des entreprises qui les offrent à 100 $, 150 $. Vous envoyez tout simplement un peu de votre crachat dans un tube qu'il vous envoie. Il vous envoie ça après quelques jours. Il vous envoie votre séquençage de génome. Ce séquençage de génome peut être utilisé par n'importe quel prestataire de service formé à cela pour prédire quelles sont les pathologies que vous avez. Ça veut dire que toutes ces technologies que je viens de vous parler deviennent de plus en plus bon marché. Rendez-vous compte que le premier téléphone cellulaire non connecté, c'est un téléphone qui valait plusieurs milliers de dollars. Maintenant, même en Haïti, Digicel, il y a quelques années, je ne sais pas combien c'est maintenant, mais Digicel rapportait que 60% de la population haïtienne avait un téléphone smart, un smartphone, avait un téléphone intelligent. Ce n'était pas le nombre de personnes avec un téléphone cellulaire, c'est le nombre de personnes avec un téléphone intelligent. Évidemment, ne l'utilisent pas nécessairement de façon intelligente, mais ils avaient en main des Android de deuxième main, de troisième main, de 50e main, mais qui étaient quand même des téléphones intelligents. Et ces téléphones intelligents disent que la révolution digitale est possible même dans un pays comme Haïti. Et c'est là que nous venons aux médecines digitales, et je pourrais ajouter digitales connectées. Ces médecines digitales connectées sont actives dans la prévention. Ils sont actifs dans le dépistage. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir la petite montre que j'ai et qui, en fait, calcule le nombre de pas que vous faites par jour, le nombre de calories que vous avez dépensées dans la journée, la quantité de battements de cœur que vous avez. Il y a de ces dispositifs qui vont même plus loin, qui calculent votre tension artérielle, qui calculent et vos battements de cœur, vos battements respiratoires. Et de plus en plus, ça va de plus en plus loin. Il y en a même qui, avec votre pouls, peut déjà détecter des arythmies cardiaques que, en fait, pour l'instant, nous ne détectons qu'avec des machines assez sophistiquées. Donc, la question du dépistage est en train de devenir un marché énorme et les applications sont aussi énormes. Dans le diagnostic, j'expliquais à des collègues, par exemple, en médecine, nous aimons tous, les médecins, avoir notre stéthoscope au cou, parce qu'en fait, le stéthoscope est l'outil de base, on considère de base pour le soignant, le médecin en particulier. Mais actuellement, je peux vous assurer, c'est même pas dans 10 ans, c'est maintenant le téléphone cellulaire,
dispositif portable, portatif, le téléphone en particulier, va devenir un outil incontournable pour le médecin. Par exemple, vous avez, je reprends l'exemple du stéthoscope. Nous connaissons tous les stéthoscopes, nous utilisons tous les stéthoscopes. Mais si vous prenez un stéthoscope digital et que vous utilisez ce stéthoscope digital sur votre patient, imaginons que vous n'êtes pas cardiologue, ce stéthoscope digital fait plusieurs choses. Premièrement, il amplifie les bruits du cœur pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de vous forcer pour écouter le bruit du cœur du patient, surtout si ce bruit est très faible. Deuxièmement, ce stéthoscope digital a la capacité d'annuler les bruits qui sont autour de vous. Ça veut dire que vous n'entendez pas les autres bruits, les personnes qui parlent autour de vous. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous concentrer sur ce bruit. Troisièmement, ce stéthoscope vous permet d'identifier les bruits du cœur anormaux. Il vous dit que là, il y a un bruit du cœur qui n'est pas normal. Essayez d'investiguer et vous pouvez continuer à investiguer. Quatrièmement, ce stéthoscope, il prend ce son, il l'enregistre pour vous et il le met sur votre téléphone. Et une fois qu'il l'a mis sur votre téléphone, vous pouvez prendre ce son très fidèle et vous l'envoyer à un cardiologue, vous dites à ce cardiologue, s'il vous plaît, j'ai entendu ce son, essayez de me dire qu'est-ce que vous entendez et le cardiologue vous dit à vous qui êtes infirmière, qui êtes agent de santé, qui êtes généraliste, qu'est-ce que vous pouvez penser de ces sons sur ce malade et cerise sur le gâteau, à côté de ce stéthoscope, vous avez un tout petit appareil qui ne sera pas très cher, qui prend l'électrocardiogramme du malade et qui fait exactement la même chose. Il le met sur votre téléphone, vous l'envoyez en même temps à ce spécialiste qui peut être jusqu'à Hambourg et il vous fait le diagnostic du malade en moins d'une heure, alors que là, ce malade devait passer 5 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours avant d'avoir un diagnostic réel par un cardiologue parce que ce malade ne vit pas dans une ville ou bien il n'a pas l'argent pour voir un cardiologue. Donc, la question de médecine connectée, c'est quelque chose de tellement puissant que c'est une révolution qui est comparable à la révolution qui s'est opérée dans le monde, en Haïti en particulier, où tout le monde attendait un téléphone fixe chez elle pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, j'avais fait une application à Téléco, et ça existe à l'époque. 15 ans après, je n'avais pas mon téléphone à la maison, mais quand on est venu avec les téléphones cellulaires, automatiquement, pratiquement tout le pays était couvert en connexion téléphonique. Je me souviens, j'étais en Afrique quand l'un de mes frères m'a appelé et puis il me parle, et c'était en 2006, et puis il me parle, on se parle, et puis je lui dis, mais ça m'étonne que je puisse t'entendre aussi clair que cela, parce qu'en fait, c'est un appel qui venait de Haïti, et c'était toujours une bataille pour entendre ce que les gens disent, parce que j'ai vécu longtemps en Afrique, donc je devais communiquer avec mes parents, et je savais que c'était la galère, c'était la croix et la bannière pour parler avec quelqu'un en Haïti. Il dit, non, non seulement ce n'est pas un téléphone fixe, c'est un téléphone cellulaire, mais aussi, je peux te dire que là où je suis maintenant, je suis dans les montagnes, dans le plateau central, pas dans le plateau central, dans les hauts plateaux, et à Cornillon. Je suis à Cornillon-Grand-Bois. Actuellement, je te parle depuis Cornillon-Grand-Bois. Et j'étais étonné de l'entendre dire qu'il était à Cornillon-Grand-Bois et qu'il m'appelait avec une connexion aussi fiable. Et je peux vous dire que c'est depuis ce moment que j'ai pris la décision de rentrer chez moi, parce que j'ai dit, si il est possible de faire de la médecine digitale en Haïti, donc ma place est là-bas. Donc, c'était en 2006. En 2009, je suis retourné en Haïti. Donc, la question des matériels connectés, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose qui existe maintenant et c'est en train de transformer la médecine dans des zones très pauvres au Brésil, en Inde et dans beaucoup d'autres pays. Et notre pays a la responsabilité d'entrer dans ces genres de technologies. Je ne vais pas m'arrêter et m'attarder trop sur ça, parce que certainement on reviendra là-dessus. Mais par contre, en télémédecine, tout ce qui est éducation, tout ce qui est communication pour la santé, dossier médical électronique, formation, éducation du personnel de santé à distance, c'est ce que nous faisons ici. Tout ça, les nouveaux moyens de télécommunication permettent justement de mettre à jour les ressources que nous avons en santé et en santé publique. Maintenant, disons quel est l'impact que ça peut avoir sur la santé publique. Déjà, ça va changer le marché de la santé. Ça va changer la façon de produire des services de santé et de faire en sorte que ce marché puisse fonctionner et faire vivre le système de santé.
Ensuite, tout ce que je vous dis là va allonger l'espérance de vie puisque l'accès à la santé va être beaucoup plus facile qu'avant. Ensuite, il y a ce mot qui n'existe que dans le français canadien, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots pour le dire, l'empouvoirment. C'est le mot que nous utilisons en anglais, surtout en Haïti, empowerment. Tous ceux qui travaillent dans les ONG connaissent ce mot empowerment. Empouvoirment, que disent les Canadiens, des patients. Je m'arrête un petit peu ici pour vous dire qu'est-ce que c'est un empouvoirment des patients. C'est d'arriver à une situation où vous avez l'impression que votre patient a au moins autant d'informations que vous sur sa maladie quand elle est assise devant vous. Et vous vous posez la question, mais qui ça vient faire là? Donc, les patients vont être de plus en plus informés et vont se présenter de plus en plus à vous avec des questions, avec des demandes et avec des objections sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas connecté comme eux, je vous assure que vous allez rester derrière camionnette. Accès à un très grand nombre de données de santé immédiatement. Avant, dès qu'un patient sort d'un médecin pour aller à un autre médecin, la déconnexion était grande. Tout le processus doit se refaire. Si vous faites un examen, il faut le refaire examen encore. Tout ce qui est historique du patient doit se refaire, etc. Là, maintenant, ce n'est plus le cas avec les dossiers médicaux et partagés et électroniques. Toute l'information, toute l'historique du patient est à votre disposition. Les enquêtes, les surveillances, les veilles sanitaires sont beaucoup plus possibles parce qu'en fait, la personne même peut vous dire qu'est-ce qu'elle ressent actuellement en ce moment précis. On va redéfinir les surveillances au niveau et les soins des patients. On est en train de parler de passer d'un système de hospital à un système de home hospital. Dans beaucoup de pays anglophones, on parle de ça. Ça veut dire qu'on sait que l'hôpital, c'est un espace où il y a beaucoup de technologies et de techniques pour prendre en charge les malades. Et il y a beaucoup de malades pour lesquels on pense qu'on peut mettre cette technologie chez le malade et soigner le malade depuis sa maison. L'exemple le plus courant que l'on procède aussi, c'est l'exemple de la dialyse. Vous savez que la dialyse devient de plus en plus importante et nécessaire dans tous nos pays. Actuellement, une dialyse, la personne se déplace pour aller dans un centre de dialyse, passer quelques temps, une fois par semaine si ce n'est pas plus, et parfois pour certains malades, et retourner chez elle. Eh bien, on a commencé à développer des modules de dialyse, qui sont des modules de dialyse à domicile. Formation du personnel des soins, éducation, nouvelles maladies, vous allez être confronté à de nouvelles maladies puisque les gens vont vivre plus longtemps et même en Haïti, ça a commencé. Mais aussi et surtout, les nouvelles solutions vont donner de nouveaux problèmes de santé. Des humains augmentés, vous allez faire face à des humains augmentés ou des humains transformés, des transhumains, des hommes qui fonctionnent comme des femmes qui fonctionnent comme des hommes qui ont un œil bionique, parce que ça existe déjà, il y a déjà des implants et rétiniens qui ont permis de redonner la vue à des aveugles, ça existe déjà, des aveugles qui revoient parce qu'on a remplacé leur rétine par des plaques électroniques qui sont faites pour cela. Et donc, vous allez avoir à faire face à de nouvelles réalités. Je vous dis ça parce que beaucoup d'entre vous sont jeunes et vous êtes le futur de la médecine des conditions externes. Et il y a une chose que je n'ai pas listée ici, et pourtant je pensais l'avoir listée, mais je ne le vois pas ici. Et c'est en fait le fait que vous allez aussi faire face à de nouvelles situations et de nouvelles conditions de fonctionnement. En fait, on sait aussi que beaucoup de métiers de la santé peuvent disparaître et s'ils ne disparaissent pas, ils sont appelés à changer. Je vous donne l'un des exemples. On pense qu'il arrivera un temps où le médecin, le chirurgien ne pourra pas légalement toucher un malade. Ne pourra pas toucher un malade physiquement parce qu'en fait, tout ce qu'il a besoin par rapport à son évaluation du malade qui l'oblige à le toucher, les intelligences artificielles vont le faire mieux que lui, donc il n'y aura pas besoin de toucher le malade, etc. Donc, tous ces changements, ce sont des changements qui sont en cours. Je finis pour vous dire que, et je voulais vous en parler, qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet que nous voulons développer avec le Centre de santé adventiste de Galade dans le Nord, que nous appelons le projet Plexus, projet de lutte contre l'exclusion et pour l'universalité de la santé en Haïti. Vous avez bien compris que Plexus aussi, c'est le mot qui est utilisé pour parler de réseau, des réseaux avec un noyau central et puis des réseaux en toile d'araignée qui sont diffusés. Et parce que c'est ça l'idée, c'est de créer un réseau qui va petit à petit et associer les soins de santé primaires
avec les technologies qui sont disponibles pour la médecine connectée et faire en sorte que la communauté et les prestataires de soins puissent utiliser de nouvelles technologies pour permettre une plus grande couverture de santé avec des ressources limitées que nous avons. Mesdames, dans ce projet, il y a 3 objectifs. L'un des objectifs, le dernier, vous voyez, c'est le développement de capacités institutionnelles et communautaires pour des services de santé connectés grâce à des technologies adaptées. Et donc, là, c'est un petit peu les interventions qu'on vise à faire. Si vous voyez les interventions pour le dernier point, c'est télémédecine et clinique virtuelle pour couvrir les zones éloignées. Téléexpertise médicale, je crois que c'est ça que j'avais oublié de vous dire. Il y a la télémédecine, il y a la téléexpertise. Parce que télémédecine, c'est le professionnel de santé à distance, le médecin pour le dire ainsi, mais ça peut être aussi des infirmières cliniciens. À distance, c'est un contact direct avec le malade, c'est de la télémédecine directement contact, mais la téléexpertise, et c'est ça qui, je pense, sera développé plus dans les pays comme le nôtre, c'est la possibilité pour qu'un expert, ça peut être un médecin qui est au centre-ville et qui, à travers un professionnel de santé, par exemple un généraliste ou une infirmière ou même un auxiliaire ou même un agent de santé, qui en fait fait la visite à domicile avec un tout petit téléphone comme ça, et à travers ce téléphone, le médecin, à travers cet agent de santé, infirmière, etc., fait un travail un travail de soins ou de traitement médical à distance. L'expertise aussi, ça peut être un expert de médecine interne qui est en contact avec un jeune interniste ou bien avec un autre interniste ou bien un immunologue qui est en train de discuter avec un diabétologue, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument possibles et qui sont absolument possibles. Le dernier point, c'est juste pour vous dire, quand nous parlons de ce projet, nous ne sommes pas en train de faire des vœux pieux. L'équipement que vous voyez ici, c'est des équipements que nous avons déjà achetés, et qui vont être envoyés, qui devaient déjà être envoyés au Cap Haïtien, et avec un réseau de tablettes connectées. Ce sont des iPads que nous avons déjà achetés. Ce que vous voyez ici, c'est un modem. Pourquoi un modem? C'est parce qu'on a un petit dispositif qui est connecté, qui génère son propre Internet. C'est-à-dire, vous êtes en province, vous êtes très loin et vous avez l'Internet qui connecte tous ces dispositifs ensemble. Et ces dispositifs arrivent à permettre à faire le travail de médecine sur place, de médecine digitale. D'ailleurs, vous pouvez voir que vous avez le personnel qui est là, qui est en train de travailler avec les personnes qui ont besoin de soins. Et en fin de cours, vous avez toutes les données qui sont là. Je vous dis combien de femmes, combien d'enfants, combien d'hommes, combien de malaria, combien de vaccins vous avez distribués. Ça veut dire tout ce qui est paperasse et papier sont facilités et ça vous facilite la vie, ça facilite la vie du malade. Et juste pour finir, le système que nous avons acheté, c'est un système qui est déjà utilisé depuis 2017 en Haïti. D'ailleurs, en fait, même avec l'Institut SPEC, j'avais déjà acheté ça depuis 2017, je crois. Et donc, il y a des milliers d'Haïtiens déjà dans les provinces qui commencent à utiliser cette technologie. Et l'idée, c'est qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de réflexion scientifique réelle pour dire comment tout cela peut être adapté avec la réalité haïtienne. Et c'est pour cela que le challenge que je voulais partager avec vous autres, mes étudiants en master en santé publique, c'est de voir comment on s'organise pour développer des modèles de médecine digitale communautaire et institutionnelle en Haïti, développer des équipes de cliniques virtuelles et en soutien au centre de santé, parce que c'est là que le projet, identifier les défis auxquels on va faire face et identifier les équipements connectés nécessaires. Quand je dis les équipements connectés nécessaires, j'ai parlé tout à l'heure de diagnostic. La question diagnostic va être une question extrêmement importante. Est-ce que nous pouvons avoir des machines qui vont nous donner des diagnostics fiables d'hémogramme, de malaria, de urine, toutes les tests de routine, les cholestérol, etc., avoir juste des petites bandelettes ou des petites machines, des choses qui ne sont pas très simples, qui ne sont pas très compliquées et qui surtout permettent de faire abstraction, de prendre en compte la réalité que nous avons, c'est que nous n'avons pas beaucoup de personnel formé et beaucoup de nos professionnels formés ne sont pas fiables. Donc, avec ces nouvelles technologies de diagnostic de laboratoire, ça permet d'avoir des diagnostics qui sont fiables sans devoir avoir quelqu'un qui, en fait, c'est à bout de ongles que la travaille et qui n'a pas les moyens de travail.
Donc, tout ça, c'est l'horizon que nous voulons voir et que nous pouvons construire ensemble. Donc, je viens de vous présenter cette réalité, qui est la réalité de la médecine digitale connectée et par rapport aux défis de la santé que nous sommes obligés de considérer pour le présent et pour le futur de notre pays. Et avec cette présentation, je vous dis déjà que plusieurs assignments, plusieurs récits et plusieurs devoirs que nous allons faire, je veux trouver un autre mot que devoir, mais je n'ai pas encore trouvé, plusieurs activités pédagogiques que nous allons faire vont tourner autour de cela et vont voir comment nous pouvons réfléchir en tant que intelligence supérieure de la santé publique en Haïti. Donc, je sais que la présentation était longue, mais elle est aussi un document que vous allez avoir sur la plateforme et que vous pouvez prendre le temps de réécouter. Et d'ailleurs, d'autres documentations que je mets aussi à votre disposition pour ça, pour faire vos recherches quand nous allons avoir des activités pédagogiques à ce sujet. Maintenant, je souhaite entendre vos interventions, questions et commentaires et inquiétudes, objections, whatever, ce que vous voulez dire. Maintenant, je vous laisse la parole et je vous écoute. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, l'une d'entre vous, veut faire une intervention? Bonsoir. Rappelez-nous le nom quand vous venez. Ayoli Fitzgerald. Ayoli, OK. Nous venons de suivre la présentation de cet après-midi, nous vous en remercions. Mais j'ai une question. Quand vous parlez de la biotechnologie, vous avez pris l'exemple des animaux porteurs d'organes de remplacement. Nous aimerions savoir quel type d'animaux et quel type d'organes on peut remplacer chez les humains ADN qu'on a pris chez les animaux. Merci infiniment. Et ça fait partie des choses que, effectivement, je n'ai pas citées et qui pourtant est très important. Et c'est l'une des technologies qui est presque le plus immédiat. Et je peux vous dire aussi que l'unique obstacle qui existe pour l'instant, c'est l'obstacle éthique. C'est pas l'obstacle technologique. Concrètement, on sait que de plus en plus, un plus grand nombre de personnes ont besoin de transplantation d'organes. Transplantation de cœur, de rein, de foie, de pancréas, de tout ce que vous voulez. Pour l'instant, ce que nous faisons, nous essayons de construire des banques, non pas d'organes, mais des banques de personnes qui sont disposées, s'ils ont un accident, à donner leurs organes. Et récemment, pour justement finaliser les papiers pour avoir la licence de conduite aux États-Unis, l'une des questions qu'on pose, c'est est-ce que vous voulez être un donneur d'organes? Parce qu'ils savent que sur les routes, il y a beaucoup de personnes qui meurent et c'est le bon moment de décider est-ce que vous êtes donneur d'organes. Et comme moi, j'ai dit oui, dans le permis de conduire qu'on m'a donné, c'est écrit que cette personne est un donneur d'organes. Ça veut dire, je fais un accident, je suis en train de mourir, l'hôpital qui me prend en charge, qui me prendrait en charge, sait qu'il peut, par la suite, si je décède, utiliser mes organes pour donner à d'autres personnes. En fait, concrètement, c'est comme ça qu'on trouve des organes de façon pratique dans le système de santé mondial. Et je ne vous parle pas des trafics d'organes dont on entend parler, qui sont des vérités aussi, mais ce sont des vérités marginales. Dans la pratique, c'est comme ça qu'on trouve les organes. Il y a un organe qui est un petit peu plus accessible, qui est le sang, parce que tout le monde peut donner du sang en refabriqué. Donc, on n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour avoir son sang. Il y a des organes qu'on a en double, comme le rein ou même parfois les poumons. Je ne sais pas si on fait des transplantations d'un seul poumon. J'imagine que oui. C'est une chose que je peux regarder. Il y a des organes aussi qui sont suffisamment gros pour partager une partie là-dedans, mais ce n'est pas si facile que ça. Par exemple, le foie. Le foie est très grand. On a besoin fondamentalement que de 30% de la masse de son foie pour faire la plupart des travaux que nous avons besoin que le foie fasse pour nous. Mais en fait, c'est clair que avec l'augmentation du nombre de personnes, et si je vous donne le chiffre de personnes qui sont en attente
d'un rein, d'un foie, d'un cœur. Actuellement, vous voyez que c'est un chiffre énorme et on sait qu'on ne va pas pouvoir atteindre ce chiffre avec le système qu'il y a. Et pourtant, on pourrait créer des chimères d'animaux, créer des animaux qui, en fait, sont fabriqués avec votre cœur. C'est-à-dire, avant que vous n'ayez un problème de cœur, on fabrique votre double en animal. Ce n'est pas tous les animaux qui s'y prêtent, mais il y en a qui s'y prêtent très bien. Et cet animal, qui en fait va devenir votre animal de compagnie aussi, il a votre cœur ou votre foie, ou en fait, ce qui en a besoin, parce qu'en fait, en général, on fait pousser ces organes sur des personnes qui en ont besoin. La personne, soit elle est née avec, soit elle a un problème cardiaque qui va s'empirer dans les 5 prochaines années. Donc, on aura le temps de faire, de faire ça. Donc, on prend votre gène, on fait développer ce cœur, ce foie, ce rein dans cet animal. Et dès que le foie, le cœur, le rein est suffisamment grand, suffisamment mature, c'est là qu'on fait la transplantation en tuant l'animal, bien sûr. Et, ou pas, si c'est on n'a peut-être pas besoin de tuer l'animal, mais l'organe en question est développé, agrandi sur l'animal et non pas sur un autre être humain. Et l'avantage majeur de cela, c'est que c'est votre organe. C'est pas un organe que votre corps va rejeter parce en fait, c'est votre organe, ce sont vos cellules qui sont dans l'animal. Et donc, dès qu'on fait la transplantation de cet organe dans le corps humain, dans le corps de la personne, il n'y a absolument aucun traitement post-transfusionnel qui est nécessaire. Il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de génération de rejet de la part de votre corps, puisque le corps le reconnaît comme sa cellule. Donc, c'est ça. C'est ça. J'attends vos questions. Je sais que vous en avez beaucoup. J'écoute. Autre question? J'invite également ceux qui sont en ligne de poser leurs questions aussi s'ils en ont. Si vous avez des questions et vous êtes en ligne, levez votre main pour que manifestez-vous en levant la main électronique pour que je puisse vous donner la parole. Oui, Miss, on vous écoute. Donnez votre nom et puis posez votre question. Ma question est la suivante. Oui, je crois que pour la télésanté, vous avez parlé seulement des avantages. Est-ce qu'il n'existe pas des désavantages par rapport à la télésanté? Et puis, pour la médecine digitalisée, comment est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir implanter cette médecine en Haïti puisque nous ne pouvons même pas gérer la médecine empirique ou scientifique? OK, Miss, ne partez pas encore. Et ce sont de très bonnes questions. Ce sont de très bonnes questions. Laissez-moi vous dire ce que je comprends dans vos questions. Premièrement, quels peuvent être les désavantages de la télésanté, des avantages. Et deuxièmement, on n'est même pas encore fini de bien maîtriser la médecine habituelle que nous avons. Maintenant, nous voulons passer en médecine digitale. Et est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? C'est un petit peu ce que j'ai compris. C'est ça, non? Vous ne l'avez pas dit, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai compris. OK, avant que vous vous déplaciez, laissez-moi juste pour une petite clarification. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quelques désavantages que vous verriez à la télémédecine ou même à la médecine digitale, selon vous? Une ou deux ou plusieurs ou quelqu'un d'autre dans l'Assemblée? Que vous voyez des désavantages à cela? On peut dire, si l'appareil n'a pas de batterie, et puis ici en Haïti, nous avons beaucoup de problèmes d'énergie. Tout ça peut une mauvaise programmation de l'appareil aussi. La déprogrammation de l'appareil aussi. Et puis, manque de connaissances, si on n'a pas de compétences pour bien manipuler, pour bien gérer, ça peut donner des problèmes. Pour bien manipuler les appareils. Merci. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. C'est vraiment de très bons points. On va élaborer là-dessus, mais je ne sais pas si
quelqu'un d'autre veut apporter sa contribution par rapport à ce qu'on dit. Je récapitule. Premièrement, les équipements peuvent être défectueux et il y a des problèmes d'énergie et il y a la question de la formation des gens à utiliser ces équipements, ce matériel. Et quelqu'un veut intervenir ou bien donner ce qu'il en pense. Je vois que le docteur Jean-Baptiste allume sa caméra. Je ne sais pas si ça veut dire qu'elle veut parler. OK. Encore une fois, pour ceux qui sont en ligne, si vous voulez parler, levez la main électronique. OK. Donc, laissez-moi commencer à vous donner ma contribution à ces questions. Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Je pense que oui. En fait, je pense qu'il n'existe aucun système qui n'a pas des aspects négatifs là-dedans. Aucun système. Ça n'existe pas. Et ça n'existe d'autant plus pas que le système que nous avons actuellement, c'est vous-même la semaine dernière qui expliquait toutes les difficultés et tous les défis, toutes les mauvaises conséquences des aspects que nous avons et que nous avions et que nous avons dans les prestations que nous offrons telles que nous les offrons. Il y a un point que je pensais que vous alliez citer. C'est peut-être un filigrane de ce que vous venez de dire, mais vous ne l'avez pas cité clairement, qui a le point qui est systématiquement soulevé quand il s'agit, que ce soit de médecine connectée, que ce soit de télémédecine, c'est la question de la confidentialité et de la protection des données médicales des patients, et même de l'utilisation de ces données. Mais je prends d'abord la chose par rapport à la façon que vous l'avez abordée. Prenons la complexité de ces matériaux. C'est un petit peu ce que j'ai compris dans l'un des aspects que vous avez soumis. Alors, je dois vous dire que ces matériels sont à la vérité et à l'inverse de ce qu'on peut penser, de plus en plus simples. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi c'est de plus en plus simple. Les nouvelles technologies se caractérisent par un certain nombre de choses, mais l'une des choses par lesquelles se caractérisent les nouvelles technologies, c'est l'aspect pratique. On appelle ça l'interface client. Pour vous expliquer ce qu'on appelle l'interface client, je reprends la technologie que vous connaissez le mieux. Vous avez entre vos mains un smartphone. Pratiquement, je suis sûr que toutes et tous qui êtes là, vous avez un smartphone. Vous l'avez déjà entendu, mais je peux vous rappeler, merci. Je peux vous rappeler que dans ce petit téléphone, il y a plus de technologie que la technologie qui a amené Apollo 13 sur la Lune. Beaucoup plus. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué que le LEM qui a atterri sur la Lune en 1969. Il y a énormément de technologies à l'intérieur, des technologies que, en tout cas moi, je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas pour vous. Par contre, celui qui a mis en place cette technologie a mis en place également ce qu'on appelle une interface, un espace pour discuter avec l'appareil, pour en fait passer nos commandes avec l'appareil. Et la caractéristique des nouvelles technologies, c'est de faire en sorte que l'interface soit facile pour que n'importe qui puisse l'utiliser. Et c'est exactement ce qui se passe avec les nouvelles technologies. En fait, vous avez parlé de complexité d'utiliser ces nouvelles technologies. Actuellement, dans les réflexions et dans les questionnements autour des nouvelles technologies liées à la santé, c'est le problème inverse qui est soulevé. C'est que ces technologies sont tellement abordables, entre guillemets, tellement simples à utiliser, qu'on se demande est-ce qu'à un certain moment, on va avoir besoin de médecins qui coûtent cher à former et qui coûtent cher à utiliser. Pourquoi? C'est parce qu'on dit, si on arrive à faire en sorte petit à petit qu'on ait suffisamment d'informations pour faire du diagnostic et des diagnostics pointus, pourquoi on aurait besoin de médecins? Je prends un exemple d'une médecine que vous connaissez très bien. Actuellement, il y a des intelligences artificielles qui lisent plus rapidement, plus facilement et sans faille les examens de radiographie, beaucoup plus que les radiologues. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a besoin de radiologues? Est-ce qu'on aura besoin de radiologues dans 10 ans, dans 20 ans? Puisque, en fait, la machine va le faire beaucoup plus facilement. Et quand je vous dis machine, ce sera une petite application que vous allez avoir sur votre téléphone. Vous avez une radiographie devant vous. Évidemment, on a fait le cliché. Et puis, vous photographiez cette radiographie. Et puis, la machine vous dit, voilà quelles sont les pathologies et
qu'il y a sur cette machine, et ce n'est pas approximativement. Il le fait avec beaucoup plus d'acuité que le radiologue. Là où la plupart des fois, le radiologue vous dit peut-être, je pense qu'éventuellement, il faut aller investiguer telle chose. Il y a des choses toutes petites que ces intelligences artificielles peuvent voir que, en fait, le radiologue ne peut pas voir. Évidemment, on parle de est-ce que le radiologue va être nécessaire par la suite. On sait que oui, on aura toujours besoin de radiologues, déjà pour confirmer, mais déjà aussi pour justement apprendre aux intelligences artificielles à reconnaître beaucoup plus et aller beaucoup plus loin dans leur capacité. Donc, en fait, en termes de complexité pour utiliser ces matériels, et c'est ça qui fait leur beauté, leur utilisation, et c'est pour ça que j'ai parlé des questions de clinique virtuelle, vous pouvez actuellement être là à Dikini et vous avez un agent de santé à qui vous donnez, par exemple, la technologie que nous avons achetée pour le programme Plexus, et puis qui va, docteur Jean-Baptiste, qui va jusqu'à Montbienac, et puis qui fait, et à travers lequel vous faites l'évaluation d'un malade, et puis vous avez des technologies qui vous permettent d'aller très loin dans l'évaluation. Par exemple, dans les cliniques mobiles, maintenant c'est possible d'avoir une lésion de la peau de la personne et d'avoir des applications. Vous faites la photo de la lésion, l'application va directement voir le dermatologue et le dermatologue à distance peut vous dire et peut faire un diagnostic comparatif avec les différentes lésions de la peau. Donc, en fait, en termes de difficulté, la vérité, c'est un petit peu l'inverse. Le problème inverse que nous avons, c'est le fait que des fois, ils veulent le faire de façon trop simpliste et passent à côté de certain nombre de choses. Par contre, vous avez soulevé un autre problème qui est le problème de la fiabilité. C'est le mot, de la fiabilité. Est-ce que ces technologies sont fiables? Eh bien, je peux vous dire que dans le développement de ces technologies, c'est justement l'un des points d'orgue. Je ne sais pas si vous vous rappelez que, d'ailleurs, jusqu'à présent, dans la plupart des hôpitaux, la plupart d'entre vous sont infirmières, les chefs infirmières veulent que leurs infirmières prennent la tension artérielle avec les tensiomètres anéroïdes. C'est comme ça que vous appelez ça? Les tensiomètres où vous pompez avec votre main et puis vous lisez, vous dites 120 par 80. Dans beaucoup d'hôpitaux, jusqu'à présent, et dans le système hospitalier, on ne veut pas prendre avec le matériel électronique. Pourquoi? C'est parce qu'au début, il y avait des matériels électroniques. Dès que la batterie commence à baisser, ça vous donne de faux résultats. Eh bien, dans les nouvelles technologies, on sait ça et ça fait partie des choses qui ont été utilisées. On met des verrous, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment, la plupart des appareils sont équipés d'autorégulateurs et d'auto-vérificateurs et qui, en fait, verrouillent le diagnostic. Ça veut dire que la plupart des appareils préfèrent ne pas vous donner du diagnostic du tout, plutôt que de vous donner un diagnostic sur lequel, parce que la batterie est faible, parce que vous avez des transistors à l'intérieur qui ne sont pas fonctionnels, etc. Donc, les équipements fiables sont dotés de capacité de faire leur auto-évaluation pour justement éviter des failles au niveau des diagnostics. C'est pour ça que les équipements qu'on choisit doivent être approuvés par des entreprises qui sont là pour ça, pour les mesurer. Et notamment par FDA, par exemple aux États-Unis. Si vous achetez un produit américain, vous vérifiez que ce produit est approuvé par la FDA. Ou si vous l'achetez en Europe, vous vérifiez que c'est approuvé par la communauté européenne parce qu'ils ont des entreprises qui ne font que ça, que de tester ces matériels. Ou bien si c'est dans d'autres pays, en Chine, en Inde, au Brésil, etc., vous vérifiez que les structures identifiées par l'OMS, par exemple le ISO 9000, a approuvé ce matériel. Une fois que c'est approuvé, le matériel il est fiable. Et ce n'est pas de la fiabilité et à bon marché, c'est vraiment fiable. Et en général, ils sont plus fiables que ceux qui passent par justement l'œil humain. Et en termes de fiabilité, on sait que ça dépasse la fiabilité de l'œil humain. Maintenant, si je retourne sur la question de la confidentialité, l'une des choses qu'on dit toujours, c'est deux choses. C'est premièrement, quand c'est un système électronique, tout le monde peut le voir. Quand c'est un système électronique, et les informaticiens peuvent le voir, etc. Alors, ce que je peux vous dire, c'est deux choses. Les questions de confidentialité en matière
de gestion de données personnelles médicales sont tellement importantes que de plus en plus de pays ont pris des lois pour dire que ça doit suivre tel protocole. Aux États-Unis, le protocole qui existe, c'est un protocole qui s'appelle le protocole HIPAA, H-E-P-P-A. C'est le protocole qui est utilisé aux États-Unis et il y a des protocoles dans la zone économique européenne aussi qui sont bien précises pour ça. Il y a des pays qui sont très avancés dans ça. La France, par exemple, c'est un pays qui a des contrôles stricts de cela. Et il y a des normes qu'on sait qui existent pour protéger les dossiers médicaux des patients. Et ces normes, on les connaît et on peut les suivre pour protéger les dossiers électroniques. Maintenant, au-delà des normes, je peux vous dire quelles sont les études qui ont été faites. Plusieurs études ont été faites pour comparer la sécurité des dossiers électroniques versus la sécurité des dossiers papier. Et toutes les études, indiscutablement, disent que les dossiers électroniques qui existent maintenant sont mieux sécurisés que les dossiers papier qui existent maintenant. Si vous vous posez la question, juste réfléchissez un tout petit peu aux hôpitaux dans lesquels vous avez fait vos stages ou dans lesquels vous travaillez. À l'hôpital Adventiste d'Haïti, et si mes journaux là, on met ça juste. Regardez les dossiers de vos malades et posez-vous la question s'ils sont si sécurisés que cela. Alors que quand le dossier est sécurisé dans un système électronique, il faut un mot de passe pour accéder à ce dossier. Il faut tout un certain nombre de choses avant de pouvoir accéder au dossier. Et en plus de ça, si vous accédez au dossier, tout le monde pourra voir que vous avez accédé au dossier d'un patient que vous n'avez pas le droit d'accéder avec. Alors que si moi, je vais dans un hôpital, sur le floor, il n'y a pas d'infirmière pour l'instant, et puis il y a le dossier qui est là, je prends le dossier, je regarde, personne ne sait si j'ai touché à ce dossier. Donc la question de la sécurité, même si de façon traditionnelle et de façon, je suis tenté de dire folklorique, on pense que quand c'est électronique, ce n'est pas sécurisé. Toutes les études ont prouvé que les dossiers électroniques sont plus sécurisés que les dossiers papier actuellement dans le monde, et ceci dans quel que soit le système de santé, dans quel que soit le pays. Autre question? Intervention? Quelqu'un d'autre veut poser des questions? Pas d'autres questions donc. Alors, moi, je peux vous dire que il y a des questions auxquelles je m'attendais et on va dire que vous n'avez pas posé et qui sont pourtant des questions très importantes. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes fatigué ou bien si j'ai trop parlé, etc. Mais c'est des questions qui sont très importantes pour vous parce qu'elles posent les problèmes. Je vais essayer de repartager mon écran avec vous. Donc, je vais soulever ces questions. Peut-être même que je vais vous poser des questions là-dessus. Vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, docteur. OK. Par exemple, toutes ces questions, tout ce que vous voyez ici, posent des problèmes d'éthique fondamentaux. OK? Fondamentaux. Et la grande question de ces nouvelles technologies, c'est de savoir quelle éthique est-ce que nous mettons là-dedans. La nanotechnologie, est-ce que nous devons entrer tête baissée dans une technologie comme ça? Les biotechnologies, je viens de vous parler d'animaux porteurs d'organes de remplacement pour les êtres humains. Alors, je vais vous dicter parce que la plupart d'entre vous sont des adventistes. Je vais vous faire sortir de votre zone de confort. Il faut savoir que pour l'être humain, l'animal le plus approprié pour porter les organes des êtres humains, c'est le porc. Pour plusieurs raisons, parce que le porc et l'homme mangent plus ou moins les mêmes choses. Et du point de vue de la taille aussi, c'est une taille qui est assez comparable en termes de masse. Il y a assez de place dans le porc pour faire pousser la plupart de nos organes. Alors là, la grande question éthique, c'est est-ce que nous, on serait confortable à recommander à tous d'avoir son rein, son cœur, etc., qui pousse dans un porc? Question éthique. Mais au-delà du porc, c'est n'importe quel autre animal, parce que comprenez bien qu'on va tuer l'animal pour que vous puissiez vivre. Donc, c'est une grande question éthique qui se pose et
moi, je m'attendais à ce que vous posiez ces questions. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est faisable, etc. Il faut dire aussi qu'il y a une question que vous avez posée que je n'ai pas répondu et qui est pourtant une très bonne question. Quand vous avez demandé si maintenant on n'est pas encore bien au fait des médecines et de la médecine que nous connaissons, pourquoi est-ce qu'on va se porter vers la médecine digitale? Et ça, c'est la question qui me permet justement de faire cette ouverture, l'ouverture peut-être la plus importante de cette présentation. Les pays comme Haïti, je ne vous apprends rien du tout, sont des pays très en retard. L'illustration que je sais montrer, c'est l'illustration de dire qu'on pourrait considérer que beaucoup de nos pratiques, et ne soyez pas choqués si je vous dis cela, beaucoup de nos pratiques médicales actuelles ne datent même pas du XXe siècle. En tout cas, on pourrait considérer peut-être le début du XXe siècle. Quand nous regardons, par exemple, les centres de santé que nous avons et qui sont gérés par peut-être un auxiliaire de santé qui est responsable de 5, 6, 10, 15 000 personnes. Moi, j'ai vécu ça à plusieurs reprises dans ma carrière. Et je pense que Dr. Jean peut vous en parler beaucoup. Et beaucoup d'entre vous sont dans des ONG et c'est ce que vous voyez au quotidien. On ne peut pas vraiment dire que la médecine haïtienne est au niveau de la médecine du XXe siècle. Je ne peux même pas vous dire du XXIe siècle. Si nous acceptons que nous pratiquons une médecine du 19e siècle ou du début du 20e siècle, la logique souvent que nous faisons, c'est de dire que nous devons entrer dans la médecine du 20e siècle, basée, la médecine empirique dont je vous ai parlé, la médecine est basée sur les bonnes pratiques, avant d'entrer dans la médecine du 21e siècle. Eh bien, j'ai le regret de vous dire que, à mon humble avis, c'est une mauvaise stratégie pour plusieurs raisons. La première de ces raisons est que ce n'est pas pour rien qu'il y a une évolution dans le monde du 20e au 21e, c'est parce que le 21e est plus efficace que ce que nous avions avant. Mais la deuxième raison, qui est certainement la plus importante, c'est qu'en vérité, la révolution qui est en train d'être faite actuellement dans la médecine connectée, c'est une révolution qui, en fait, permet de rendre les pratiques de santé plus accessibles au plus grand nombre qu'avant. En fait, si vous avez bien compris la présentation et les exemples que je viens de vous donner, vous pouvez comprendre qu'en fait, on est en train de passer d'une pratique médicale où quand quelqu'un a besoin d'une expertise, elle est obligée de se déplacer vers l'expertise, ce que vous appelez l'accès géographique à la santé. Je suis malade, je suis obligé de marcher 1 heure de temps, 2 heures de temps, 4 heures de temps pour venir au centre de santé et trouver le service. À maintenant un système où ce service, cette expertise va vers le malade. Concrètement, si j'habite dans les mondes de Gonaïva, Monbienak par exemple, si j'ai besoin d'une diagnostic pointu de mon problème d'épilepsie, je suis obligé de descendre, non pas que au Gonaïve, mais peut-être à Port-au-Prince, voire peut-être quitter Port-au-Prince et voyager pour aller dans un autre pays pour avoir un diagnostic pointu de ce que j'ai, avec une médecine qui permet que là où je suis à Monbienak, le diagnostic m'arrive, puisque en fait, il ne s'agit pas autre chose qu'un corpus d'informations que le médecin, le spécialiste a besoin pour pouvoir faire son diagnostic. Il a besoin d'évaluation clinique, il a besoin d'examen de laboratoire, il a besoin de l'histoire du malade. C'est ce dont il a besoin pour faire son diagnostic. Et toutes ces choses, avec cette nouvelle technologie, on peut les avoir sans se déplacer. C'est comme moi qui peux faire le cours pour vous sans devoir revenir à chaque fois en Haïti pour faire le cours pour vous, parce qu'avant, c'est comme ça que ça se faisait. Quand un professeur devait faire une formation et vivait à l'étranger, c'est l'université devait préparer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où il héberge le professeur, il voyage, il prend l'avion, ça coûte de l'argent, etc. Alors que moi, je peux faire cette même formation pour vous à distance. C'est ça, la nouvelle technologie. Et je vais peut-être terminer par cette approche parce qu'en fait, tout comme vous, j'étais en première ligne dans les premiers jours
de la COVID et même dans le développement de la COVID, que ce soit en Haïti, que ce soit dans le monde. Et j'ai fait plusieurs conférences sur la surveillance épidémiologique, la prise en charge, etc. Et donc, j'ai été très amené non seulement à régulièrement me mettre à jour par rapport aux technologies qu'on était en train de mettre en place, mais aussi à répondre à des questions. Et la plupart des objections que j'ai entendues, c'est des objections par rapport aux nouvelles technologies de vaccins en disant que ces technologies de vaccins ne sont pas des technologies éprouvées. Alors, nous savons tous que ce n'est pas vrai. Depuis plus de 20 ans, ces technologies non seulement existent, prouvent et utilisées dans les laboratoires, mais aussi, en fait, ont été même utilisées dans des systèmes thérapeutiques qui ne sont pas des systèmes thérapeutiques de masse, etc. La seule nouveauté, c'était la magnitude avec laquelle on va le faire. On passait de quelques centaines, voire quelques milliers de patients à quelques milliards de patients. C'est ça la grande nouveauté. Mais heureusement, Dieu soit loué, les résultats même qu'on attendait des vaccins ARN ont dépassé de loin tous les espoirs tout ce qu'on espérait de ces vaccins. Ça a dépassé, c'était non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de versatilité. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes logistiques autour de l'organisation du vaccin. Et c'est ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est de voir comment rendre plus facile pour que la logistique soit plus simple, etc. Mais le fait que ce soit des technologies qui soient des technologies fondées sur ces nouvelles technologies, nano et biotechnologie, ce sont des technologies qui offrent quelque chose qu'aucun vaccin traditionnel n'est capable d'offrir, c'est la flexibilité. Une flexibilité telle que dans le contrat que les États avaient avec ces compagnies, ils disaient, s'il y a un variant, on vous donne 100 jours pour développer un autre vaccin. Aucun vaccin traditionnel ne peut faire ça, aucun. Parce que quel que soit le vaccin traditionnel, vous savez que comment on le fait, c'est avec soit des virus atténués, soit des organismes atténués, soit des parties de l'organisme, etc. Ça prend beaucoup de temps et pour justement arriver à ça. Alors que dans la nouvelle technologie, il suffit essentiellement de changer le logiciel de la molécule pour que la molécule puisse être active rapidement et sur autre chose. Tant et si bien que les technologies RNA, c'est des technologies qu'on ne regarde pas seulement pour les vaccins. Actuellement, c'est le plus grand. Pour la première fois, on a l'espoir qu'on va pouvoir développer des vaccins contre le VIH-Sida. Parce que le grand problème du VIH, qui est là depuis plus de 20 ans, et qu'on n'arrive pas à trouver un vaccin, c'est parce qu'elle est tellement versatile qu'elle est capable de se transformer beaucoup plus vite que le coronavirus. Et donc, chaque vaccin qu'on fait ne va même pas durer les 6 mois. Les fameux 6 mois que vous entendez pour le coronavirus, c'est d'une extrême versatilité. Et donc, prenant ceci en compte, dans la mesure où c'est une biotechnologie, cette biotechnologie donne la perspective d'avoir un vaccin qui pourrait être capable de s'adapter à la versatilité de maladies comme le sida, comme la grippe. Vous savez que la grippe, régulièrement, on est obligé de faire de nouvelles choses. Et on est en train de travailler sur développer des vaccins, même pour le coronavirus, qui vont durer beaucoup plus que 6 mois et même plus loin. Et en plus de cela, avec ces mêmes technologies, on est en train de travailler sur des vaccins pour le cancer. Parce que nous savons que le cancer fonctionne comme un organisme différent de l'organisme direct. Donc, on est en train de travailler avec cette technologie parce que cette technologie, c'est une question de changer le logiciel de la molécule et la molécule va faire plus ou moins ce qu'on lui demande de faire. Donc, ça donne une flexibilité que les autres technologies n'avaient pas. Donc, il y a tout ce qui est l'éthique autour de tout cela, mais il y a l'énorme ou les énormes opportunités qu'offre cette technologie et que rien d'autre jusqu'à présent n'a pu offrir. Donc, comme il n'y a pas d'autres interventions, comme j'ai parlé beaucoup, mais je savais que ça allait être le cas aujourd'hui parce que je voulais vous faire la présentation. Ce n'était pas une présentation que je voulais faire dans la méthode traditionnelle où c'est vous qui allez chercher parce que je sais que c'est assez nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc, on va globalement s'arrêter sur ça et en vous disant que concrètement, ce qui va se passer, c'est que je partagerai avec vous des applications pédagogiques, des activités pédagogiques qui vont vous permettre d'aller approfondir certaines graves questions qui se posent autour de cela, y compris les questions éthiques. D'ailleurs, vous n'avez pas pu me donner qu'est-ce que vous pensez de ces aspects éthiques. Il y a d'autres aspects aussi. Un aspect très important, et j'ai utilisé le mot, et vous n'avez pas tilté là-dessus, alors que c'est un mot qui va de plus en plus s'imposer,
c'est ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, c'est la capacité pour les utilisateurs de soins de dire leurs mots et ce qu'ils veulent par rapport aux décisions de santé. Et si vous voulez comprendre pourquoi c'est important, je peux vous dire que mon analyse à moi, c'est que c'est ce qui a manqué qui fait que nous avons eu mondialement l'échec de la réponse au coronavirus. C'est que quand le corona est venu, c'était tellement quelque chose de nouveau, d'inattendu, et qui nous a pris de court. Personne n'était préparé. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a mal fait son devoir. Les gouvernements ont échoué, et je dis les gouvernements, je ne parle pas que du gouvernement de Haïti, je parle de tous les gouvernements ont échoué. Les spécialistes de la santé publique ont échoué. Les professionnels de santé qui ont été mis à l'écart très largement et qui par la suite ne savaient pas quoi faire, etc. Mais aussi tout ça mis ensemble a donné quoi? A donné une situation où la population générale ne se sentait pas en sécurité. Et tout naturellement, quand la population ne se sent pas en sécurité, la population ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Et ça, c'est un problème de démocratie sanitaire parce que c'est un problème de santé nouveau. Et puisque c'est un problème de santé nouveau, avec l'éducation politique générale des populations dans le monde qui veulent participer dans la vie sociale, il faudra, chers maîtres et maîtresses en santé publique que vous êtes, c'est l'une des problématiques avec laquelle vous allez être confrontés, il faudra que vous arriviez à développer, que nous arrivions à développer la capacité à savoir comment impliquer la population dans les prises de décision, dans les grandes décisions de santé publique. Et c'est ça qu'on appelle la démocratie sanitaire. Et cette démocratie sanitaire est en train d'émerger, est en train de s'imposer. J'ai parlé de l'empouvoirment des patients, mais c'est rien comparé à l'empouvoirment des communautés. Les communautés peuvent bloquer des décisions de santé publique et c'est ce qui s'est passé avec la COVID. Il y a beaucoup de décisions de santé publique qui ont été prises par beaucoup de pays. La communauté a bloqué la mise en œuvre de cette activité parce qu'elle n'avait pas été partie prenante dans cette mise en œuvre. Je vois une petite main qui se lève derrière. Avancez et posez votre question. Donc, pendant que vous avancez, je rappelle donc, les problèmes éthiques sont des problèmes. Les problèmes de démocratie sanitaire, comme je le dis, de participation aux grandes décisions, c'est un problème qui va se poser beaucoup. Les problèmes, et vous en avez parlé, vous aviez raison, de technologie même, je veux dire, et vous avez parlé de manque d'énergie, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est pour ça qu'on développe de plus en plus les capacités d'avoir de matériel qui sont efficient technologiquement. Par exemple, le système que j'ai acheté pour le Nord, il vient avec des batteries, avec une batterie qui est disponible pour justement ça. Et la batterie, il peut recharger le matériel pour les prochains 24 à 48 heures. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Miss Pierre-Louis. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, Miss. J'aimerais avoir un éclaircissement ou des précisions. Et concernant, si on a parti des nouvelles technologies dans les secteurs, santé médecine, quand vous avez dans la liste, il y a ce qu'on appelle la nouvelle longévité. Je ne comprends pas. Est-ce que. La nouvelle quoi, la nouvelle? La nouvelle. Parce que je vous entends très mal. Ah, la nouvelle longévité. OK, la nouvelle longévité. Allez-y. Oui, parlez. Oui, c'est la première. La deuxième, c'est sur la partie qu'on appelle projet de lutte contre l'exclusion et pour l'universalité de la santé en Haïti. Cet objectif-là, est-ce que pour nous autres, parce que je vois que vous avez bien dit là-dessus, est-ce que ça nous concerne ou bien nous devrions lire ça parce que je vois que c'est un projet pour, je ne sais pas si c'est l'église ou à cause de la. Je vois que ça va être du 1er juin, c'est-à-dire à partir de cette semaine 2022 jusqu'à novembre 2022. C'est quelque chose qu'on devrait porter beaucoup d'attention, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait savoir? Merci, merci. Permettez-moi de répondre à la deuxième d'abord, et plus simple. Et mon souhait, c'est de vous donner des activités pédagogiques concernant ce projet. Mon souhait, c'est de voir que les cerveaux aguerris que vous êtes puissent faire des réflexions approfondies sur cette approche et sur cette initiative et même proposer des options, voire proposer aussi des activités fonctionnelles. Et par exemple,
Et ce que j'ai dit, c'est vraiment, il va nous falloir créer des modèles parce que les modèles n'existent pas pour l'instant, créer éventuellement même des procédures, des protocoles. Par exemple, imaginons qu'on veut travailler en santé communautaire sur des modèles de visite à domicile et assistés par téléphone, assistés enfin, à distance. Et imaginons qu'on veut développer des modèles d'éducation pour la santé, pour une famille en matière de planning familial qu'on fait à travers WhatsApp. Imaginons qu'on veut développer ça. Imaginons qu'on veut développer un modèle de formation et de formation continue d'agents de santé à distance dans un environnement où il n'y a pas Internet. Parce que, en fait, je peux vous dire, par exemple, en 2020 et en 2021, et avec mon équipe, Aspect, on a développé un modèle que nous appelons le modèle FMDPI, qui est la formation de masse décentralisée et formation de masse décentralisée. J'ai oublié le reste, ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est des formations de qualité qu'on faisait à distance, le DC à distance, qu'on faisait à distance et qui était justement évalué, Ça veut dire, on le faisait à distance, on le faisait à distance dans des zones où il n'y a pas Internet, mais en fait, on pouvait évaluer la qualité de la formation et l'apprentissage, on peut évaluer l'apprentissage, on pouvait évaluer l'apprentissage. On avait développé une technique qui existe d'ailleurs, et j'espère en parler avec vous en santé communautaire, pour permettre de voir comment on fait des formations à distance, mais de qualité. Parce que envoyer une information sur WhatsApp, ou voir une vidéo sur WhatsApp, ou voir un texte ou un voice sur WhatsApp, ça, tout le monde peut le faire. Mais faire une formation à distance dans une zone où la connexion est difficile et s'assurer que la cohorte a bien été formée, a bien suivi et a bien acquis cette formation, ça, c'est toute une technologie. Et on a fait 3 projets pilotes comme ça avec l'UNICEF et ADRA, etc. Et ce modèle, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que peut-être qu'on va essayer d'utiliser ensemble. Donc, il y a des modèles qu'on peut développer parce que la santé publique et la santé communautaire, c'est ça. C'est vraiment des modèles pour faire face à des défis pour lesquels on n'a pas encore des solutions. Et puis, on propose ce modèle. Est-ce que vous m'entendez maintenant? OK. Désolé. Donc, je vous disais que j'espère développer avec vous des modèles dans ce sens. Et parce qu'en fait, la santé publique, c'est ça, c'est vraiment avoir des modèles de propositions de solutions qu'on peut ensemble adresser une problématique bien spécifique. Et donc, Ms. Pierre-Louis, vous avez également posé la première question qui était quand on parlait des nouvelles longévités. Et merci de votre perspicacité. Tout le monde sait ce que c'est que la longévité, c'est la capacité à vivre au-delà, plus exactement bien au-delà de l'espérance de vie, de la zone où vous vivez, etc. Et l'un des phénomènes qui existent actuellement dans le monde, c'est l'augmentation des centenaires. Dans le monde actuellement, et vous avez plus de 450 000 centenaires qui vivent. Dans 20 ans, ils sont près du milliard. Dans passant plusieurs centaines de millions. Dans tous les pays du monde, l'espérance de vie augmente, y compris en Haïti. Peut-être plus lentement, certainement, mais l'espérance de vie augmente tout en diminuant les mortalités à la naissance. Ce qui fait que vous allez faire face à d'autres formes de longévité. Ce que j'appelle autre forme de longévité, c'est que les longévités avec lesquelles on est le plus habitué, ce sont des longévités qui surviennent essentiellement chez des personnes dont la constitution biologique, dans le biome, dans la génétique même avait prédisposé ces personnes à vivre longtemps. Quand vous voyez quelqu'un qui dépasse la centaine d'années, essayez de l'investiguer un tout petit peu, vous verrez que beaucoup de personnes de sa famille ont vécu également très longtemps.
Donc, c'est fondamentalement la génétique qui explique cette longévité. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que ces personnes sont en général très âgées, mais ne sont pas rongées par une multitude de maladies non plus. C'est-à-dire que vous voyez, c'est des personnes âgées et globalement en bonne santé pour leur âge et même aussi pour leurs conditions socio-économiques. Mais avec le développement de ces médecines ou de la médecine, même telle que nous la connaissons maintenant, le phénomène va s'inverser. Beaucoup de personnes vont vivre plus longtemps parce que la médecine, les technologies, les traitements vont les garder en vie alors qu'ils auraient dû mourir. C'est un phénomène que nous connaissons déjà et au-delà des personnes âgées. En fait, et quand vous voyagez, quand vous venez dans un pays comme les États-Unis, par exemple, les gens sont incapables de croire quand nous leur disons que s'il n'y a pas beaucoup de cas de COVID en Haïti, ce n'est pas parce que les cas sont cachés, c'est parce que les gens ne sont pas malades. Les gens n'arrivent pas à croire ça. Ils n'arrivent pas à croire qu'il n'y a pas beaucoup de malades de COVID en Haïti, alors que nous ne prenons pas toutes les précautions que les gens prennent. Et la question a toujours été posée. Ils refusent de faire des études là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? On est immunisé? OK. Disons qu'on est... On est bien né. OK? OK, je suis d'accord avec vous, mais sur quelle base vous dites que vous êtes bien né? Ça veut dire quoi, bien né? Vous pouvez m'expliquer scientifiquement, vous êtes né en santé publique? On n'est pas n'importe qui. Est-ce qu'une personne peut me dire, d'après elle, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cas? Et moi, je peux vous le dire, à l'époque, j'étais directeur d'hôpital, j'étais dans un hôpital, on attendait des cas, il n'y avait pas de cas, et on les attendait, on allait les prendre en charge. Et on était en partenariat avec Médecins Sans Frontières. Vous savez que Médecins Sans Frontières, non seulement est gratuit, mais aussi les gens savent que c'est gratuit. C'est pas comme nous. Il y a des programmes pour lesquels on dit, bon, OK, on est d'accord pour voir les gens gratuitement, mais les gens ne savent pas. Alors que Médecins Sans Frontières, ils savent que c'est gratuit. Mais Médecins Sans Frontières a dû fermer son centre. Moi, j'étais là, ce n'est pas quelque chose que les gens vont dire. Il n'y a pas de cas. Enfin, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas autant de cas que ce qu'on espérait. Miss Pierre, vous voulez dire quelque chose? Ou bien quelqu'un. D'après vous, c'est pourquoi? Hein? Au-delà des remarques que vous venez de faire, dites-moi. Parce que vous êtes professionnel de santé, vous êtes très intelligente, vous êtes des leaders. Les Noirs sont très résistants. Eh bien, je peux vous dire qu'aux États-Unis, les Noirs sont plus morts que les Blancs. Il y a beaucoup plus de Noirs à décéder aux États-Unis que les Blancs. Vous dites abus? Moi, je pense que je vais ajouter pour que la nourriture a beaucoup de choses. Parce que ici en Haïti, on mange beaucoup plus de bio. Ça veut dire notre nourriture n'a pas d'OGM. Ça veut dire que beaucoup d'OGM. Ça veut dire on mange beaucoup de maïs, de légumes, et du jus, de citron. Mais à l'étranger, je dans tous les rangs, quand on va au supermarché, les choses, il y a beaucoup de des choses préfabriquées dans les laboratoires. Les sucreries, tout ça. Cela veut dire qu'on a fait l'alimentation dans notre organisme. On a ce qu'on appelle des oligo-éléments, des choses qui nous apportent. C'est-à-dire, pour les autres, même si vous êtes noir et que vous habitez aux États-Unis, puisque vous êtes parti à manger ces nourriture, alors vous êtes mieux protégé. Vous êtes beaucoup plus exposé. Mais pour nous en Haïti, même si on mange du paquet, on mange spaghetti, mais des fois, on mange de la canal, mais bio, on mange des fois des mangues, bio, avocat, bio, ça nous protège. C'est pour ça que quand arrive cette maladie qu'on appelle COVID, dans notre organisme, pour des anticorps, des soins, à Dieu, prêts à combattre pour cela que nous sommes. Nous sommes
sommes habitués avec les bactéries. Mais vous vous souvenez que c'est un virus, ce n'est pas une bactérie. OK, merci infiniment, Miss. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, aussi, qu'est-ce qui se passe? Avec la médecine traditionnelle également. Les feuilles, les fameuses feuilles, les feuilles, etc. OK. Alors, très rapidement, mettons ça au clair, c'est que, à la vérité, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas fait l'étude, en tout cas, on n'a pas fait d'études S, en tout cas, pas suffisamment. Et peut-être que le docteur Juin sait s'il y a des études qui sont en train d'être faites ou qui ont été faites, parce que je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai ce que devait faire des études. Il y a même cette étude qu'ils ont faite dans le quartier de, je crois que c'était l'Éternel, par rapport avec ça. Mais en fait, on ne peut pas vraiment dire comme ça. J'ai l'impression que le docteur Juin essaie de parler, mais on ne l'entend pas. Et on ne peut pas vraiment dire oui, non, c'est ça, etc. Mais tout ce que vous venez de dire, ce sont des arguments qu'on peut très bien analyser. Par exemple, une des analyses qu'on peut faire, c'est si nous, on est blindé et bien, etc., pourquoi est-ce qu'on meurt des autres choses et pourquoi celui-ci en particulier et nous a épargné dans les dimensions que ça a été fait. On a parlé des aliments bio. On est tout à fait d'accord, mais je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent des aliments qui sont bio dans d'autres pays et qui meurent, y compris en Haïti. Mais en fait, j'ai un petit peu oublié pourquoi on en est venu à cette question. Mais ce qui se passe, oui, on parlait de longévité. Ce qui se passe aussi, c'est l'un des paramètres, je ne dis pas que c'est ce paramètre, c'est l'un des paramètres non seulement qu'il faut explorer, mais aussi qui a été soulevé par beaucoup d'épidémiologistes. Vous avez dit qu'on est bien né, je ne sais pas si c'est l'expression que j'utiliserai, mais la vérité, c'est que nous sommes des survivants. Et en fait, dans les pays où la médecine a été bien développée, docteur Juin, OK, tu peux ouvrir ton microphone et essaie d'ouvrir le microphone pour voir si ça fonctionne. Bonsoir à tout le monde. Ah, docteur Juin. OK, bonsoir, docteur Juin. Ah oui, désolé, parce que j'avais des difficultés au départ pour vous entendre et bon, j'ai été obligé de changer de médium. Donc, ça va maintenant. Alors, je voulais réagir par rapport à la question concernant le blindage du corps des Haïtiens. Oui, alors, ce qui a comme avantage, c'est que nous avons une population très jeune. La population haïtienne est jeune, d'ailleurs, l'espérance de vie se trouve autour de 58 ans. Je crois 56, 57, et même ça va descendre parce qu'il y a beaucoup de morts violentes à des âges faibles. Ça veut dire que, et c'est l'avantage qu'on a, c'est que le COVID, les jeunes résistent très bien au virus. C'est l'un des éléments que nous avons qui nous a permis quand même de ne pas succomber. Mais il y a deuxième élément aussi, c'est la protection de masse. Pardon. C'est que en Haïti, on n'a pas utilisé les mesures barrières. Parce que la population pratiquement n'a pas. L'immunité collective, vous voulez parler de l'immunité collective, donc? Oui. C'est ça? Pardon. Voilà, l'immunité collective. Je rappelle encore l'immunité de masse, puisque tout le monde a été presque contaminé. Pratiquement il y a eu beaucoup de, pratiquement dans toutes les vagues qu'il y a eu en Haïti, on a eu beaucoup de cas qu'on appelle petite grippe. Beaucoup de cas qu'on appelle petite grippe. Et c'est ça, donc ces deux éléments-là, c'est les deux éléments qui nous ont peut-être aidés dans ces circonstances. Parce on sait très bien si on a eu des vagues aussi. Et alors, le troisième élément aussi, c'est le fait que dans le cas de COVID, c'est que
tous les cas, il y a environ 15% des cas qui seront symptomatiques. Et dans les 15% des cas, il y aura à peu près 5% qui seront graves. Donc, et nous avons à peu près 11 millions d'habitants, contrairement aux pays où il y a 250 millions et autres. Ça veut dire que probablement c'est ces trois facteurs parce que nous avons une population, même si c'est 11 millions, mais ce n'est pas nombreux, ce n'est pas beaucoup de personnes par rapport à ceux qui ont 1 milliard 250, 300 millions. Donc, mais pour nous, c'est la jeunesse et aussi l'immunité collective. Le fait que beaucoup de personnes non seulement ils sont jeunes, mais ils ont eu la maladie sans beaucoup de symptômes et ça, ça nous a protégés. Exactement. En fait, merci, docteur Join. Et docteur Join met le doigt sur ce que j'allais soulever avec vous. Et avec un angle particulier que je voulais faire, j'ai lu, récemment, il y a quelques mois, et cet article de journal qui titre « Haïti, la première population à achever ou bien à réaliser l'immunité collective ». Parce que la question de l'immunité collective, c'est une question qui a été souvent discutée, souvent débattue au début de la pandémie ou même avant. Et Haïti, non pas par choix, mais par fatalité, et comme beaucoup d'autres pays, et dans notre même condition, a été en situation, comme le docteur Jean vient de le dire, où personne n'était protégé. Donc, tout le monde, en fait, la grande majorité, 75-80% de la population, probablement avait été infectée et n'ont pas développé soit la maladie de façon pathologique, soit la maladie de façon détectable et cliniquement, tout simplement. Et donc, cet article l'a titré « Haïti a réalisé l'immunité collective ». C'était par la suite, c'était l'une des conclusions de cette étude finalement qui avait été faite par GESCO et le ministère de la Santé publique dans la zone de Cité-l'Éternel, etc., où ils ont testé tout le monde dans leur échantillon et plus de 75% des personnes qui vivent dans ces zones étaient positives pour la présence d'anticorps anti-coronavirus à COVID. Ça veut dire qu'une grande partie de la population de cette zone, donc considérons que cette zone c'est représentative de la population haïtienne, était infectée. Mais en même temps, on peut se poser la question, il y a d'autres pays, d'autres pays qui ont fait le choix de l'immunité collective et qui n'ont pas eu des résultats aussi intéressants. Par exemple, et celui qui est le plus connu, c'est la Finlande. Non, ce n'est pas la Finlande, c'est la Suède. La Suède a décidé qu'il ne va pas imposer quoi que ce soit à leur population parce qu'en fait, l'épidémiologiste en chef a dit que de toute façon, on va atteindre l'immunité collective, on va laisser les gens être malades et on va les prendre en charge. Ils ont fait ça pendant plus de 12 mois, mais après 12 mois, eux-mêmes encore, le gouvernement a dû très rapidement retourner, en fait, changer son fusil d'épaule parce qu'on avait commencé à avoir vraiment beaucoup d'autres personnes, non pas à être malades, mais à mourir de la maladie. Et donc, cette expérience suédoise a été considérée comme un échec. En fait, la Suède est sortie avec beaucoup de shame de cette histoire de COVID et même son économie en partie jusqu'à présent. Maintenant, vous avez deux populations qui, entre guillemets, ont fait le choix de l'immunité collective. Vous avez une population qui a réussi et une autre qui n'a pas réussi. Et ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que biologiquement, on a ce succès biologique par rapport à beaucoup d'autres populations qui n'ont pas pu réaliser l'immunité collective? Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les méthodes barrières, etc., tout ce qu'on sait n'était pas obligatoire sur Trump. C'est venu seulement avec notre ami là, quand il est devenu président. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie de la population américaine aussi était exposée au virus et ils n'ont pas développé d'immunité collective. Et ça, c'est très bien connu qu'ils n'ont pas développé d'immunité collective. Donc, si on fait une réflexion, non seulement à brûle pour point, mais aussi un petit peu en profondeur, il faut bien comprendre aussi qu'on n'est pas la même type de population. Et je ne parle pas de gènes seulement, je parle aussi de ce que je disais toujours, souvenez-vous qu'une grande partie de la population haïtienne est encore des survivants. En Haïti, nous avons une mortalité infantile qui est extrêmement élevée
Et vous savez que si on prend le concept de sélection naturelle, la mortalité infantile sélectionne les enfants les plus aptes à vivre versus les enfants les moins aptes à vivre. En médecine, ce que nous faisons, c'est de prendre les enfants entre guillemets, moins aptes à vivre, qui auraient dû mourir pour des raisons diverses et variées, la grande majorité desquelles nous ne connaissons pas. En tout cas, cet enfant-là n'était pas nécessairement suffisamment adapté à faire face à l'écrasante et au défi extraordinaire que pose la vie, surtout dans les 5 premières années. Je vais vous donner mise, vous pouvez avancer pour faire votre intervention. Donc, ça veut dire qu'une bonne partie de la population haïtienne, c'est une population qui est passée à travers cet écrémage, ce maillage, ce filtrage des 5 premières années. Et une fois passé les 5 premières années, on est comme une sorte de groupe de personnes qui sont en fait, pour la plupart d'entre nous, ceux qui sont passés à travers ce passoire. Maintenant, vous devez bien comprendre que depuis plus de 20 ans, on a commencé à améliorer notre prise en charge des maladies de l'enfance et aussi les préventions au niveau de l'enfance, on vaccine plus, etc. Je pense que pouvoir dire que dans 20 ans, dans 25 ans, on aura une population qui sera différente, qui sera aussi fragile, aussi vulnérable que les populations que nous avons dans d'autres pays qui, eux, vous avez des personnes qui sont nées avec des temps, mais avec la capacité médicale qu'il y a, la capacité de la santé, même l'environnement qui est beaucoup plus clément peut-être, ont passé le cap du 5e année, du 10e année, du 20e année jusqu'à devenir adulte, mais qui fondamentalement n'est pas de la même consistance biologique que quelqu'un qui justement est passé par une sélection naturelle pour arriver jusque là où nous sommes. Mamis, on vous écoute. Pour la question. On ne vous voit plus. Ah, maintenant, on ne vous entend plus. Pouvez-vous nous parler? Est-ce qu'on peut dire aussi les applications constitutionnelles sont des applications fiables? Est-ce qu'on peut est-ce que les applications sont des applications fiables comme systémie et la température, ou est-ce qu'on peut les faire confiance? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et comme j'essayais de le dire tout à l'heure, c'est l'une des préoccupations fondamentales en médecine digitale. C'est vraiment de s'assurer que ces technologies sont fiables. Et c'est d'autant plus une question que ces technologies sont différentes des technologies que nous connaissons. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous ai dit que nous avons maintenant des tests qui vous font le compte de vos hémoglobines, le compte de votre hémoglobine sans même prendre une goutte de votre sang. Ils le font à travers des technologies qui utilisent la lumière, etc. Vous pouvez mettre votre doigt sur un sensor et il vous dit quelle est la quantité d'hémoglobine que vous avez. Et ça peut vous paraître extraordinaire, mais c'est parce que vous oubliez aussi que vous autres infirmières, vous êtes très habitués à une autre technologie de la même sorte, où vous mettez votre doigt et il vous dit la quantité d'oxygène qui est dans votre sang. Donc, ce sont des technologies qui utilisent en fait le crachat, la sueur, la lumière et vos cheveux, etc. pour faire le tiquetage de certain nombre de choses que, en fait, en général, on faisait avec de façon beaucoup plus invasive, par le sang, par les prélèvements, etc. Donc, vous avez de plus en plus de technologies qui arrivent comme ça parce qu'on exploite de plus en plus la capacité des nouvelles technologies à analyser, à lire à travers nous-mêmes différemment de ce qu'on savait faire avant. Et par exemple, il y a une technologie qui existe et qui est en train de se développer rapidement, qui est la thermographie. Je viens de vous parler de la lumière, mais la chaleur que notre corps émet, on sait maintenant que la chaleur de notre corps peut être modélisée. On peut faire une cartographie de la chaleur de notre corps quand nous sommes entre guillemets en bonne santé. Vous devez savoir que ça n'existe plus. Il n'existe plus une entité où on peut dire, OK, un tel, il est parfaitement en bonne santé. Ça n'existe plus. Et
on sait très bien que chaque personne est en train de faire face, là maintenant, à un défi de santé individuel qu'il doit faire face, quelle que soit la façon que vous voyez les personnes se trouver. Donc, on sait maintenant qu'on peut faire la cartographie de la chaleur que produit le corps humain, votre corps en situation normale, et voir des différences à travers la production de chaleur dans certaines la production de chaleur, et de plus en plus d'études, d'analyses sont en train d'être faites pour analyser justement ces changements. Je vous donne 2 exemples que vous allez comprendre. La première exemple, vous savez que inflammation, ça veut dire augmentation de volume, augmentation de liquide dans la zone, mais ça veut dire aussi augmentation de chaleur dans la zone. Donc, ça veut dire qu'avec la thermographie, on peut faire des diagnostics d'inflammation à l'intérieur de votre corps qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, thermographie toujours. Actuellement, on développe de plus en plus de capacités en thermographie pour justement faire des diagnostics de cancer, parce qu'on sait que le cancer, dans la mesure où son métabolisme est plus élevé que la moyenne du métabolisme du reste du corps et que, en général, les tissus cancéreux sont plus vascularisés que les tissus qui sont autour, la quantité de chaleur est supérieure. Mais ce sont des études qui sont en train d'être faites avec des analyses et des algorithmes qui sont en train d'être développés pour justement arriver à un niveau d'analyse qui vont rendre fiable, qui nous donne des résultats fiables. J'avais répondu à la question quand je vous ai dit que pour toutes ces technologies, vous avez des organismes dont la responsabilité, c'est de les valider. Et je vous ai donné 2 de ces organismes, toi-même. Et le premier, c'est aux États-Unis avec la FDA, dans la communauté européenne avec le saut qu'il donne, le saut CCE qu'il donne, ou même, il y a beaucoup de compagnies qui font des certifications ISO et qui sont des certifications qui sont vérifiées, authentifiées mondialement pour garantir la fiabilité de ces matériels avant qu'ils soient sur le marché. Ce que vous devez comprendre dans cette réponse, c'est que tout ce qui est sur les marchés n'est pas fiable, mais si vous achetez quelque chose, vous devez vous assurer que c'est un produit fiable et ce n'est pas très compliqué à faire. Vous prenez le produit, vous allez sur le site Internet de ce produit et vous vérifiez tout le système de fiabilité. D'ailleurs, il doit vous donner le numéro de certification et ce même numéro, si vous voulez pousser plus loin, vous pouvez aller chercher non pas sur le site du produit, de celui qui a fabriqué le produit, mais sur le site de celui qui a certifié le produit pour voir les démarches de certification qui ont été faites. C'est comme ça qu'on certifie la fiabilité de ces produits. Et c'est pareil pour les médicaments aussi. Tout médicament que vous avez, vous pouvez prendre le numéro